La difficulté de ce métier, il faut se méfier de l'engouement, de l'entrepreneuriat. C'est pas donné à tout le monde ne peut pas être entrepreneur, tout le monde ne peut pas réussir. C'est un sport de combat et c'est quelque chose qui est long et qui est très dur. L'école, c'est d'abord un réseau au service de la réussite. On est là surtout pour dire on invente un nouveau mode de consommation, on cherche à le démocratiser, viens dans l'aventure, on a besoin de couteau suisse pour y arriver. Ça, on va le faire de manière très joyeuse, très collective et très humaine. Le réseau, c'est avoir dans son portefeuille, sur son téléphone, 10, 20, 30 personnes que vous pouvez appeler et qui sont en capacité d'infléchir une décision. Bonjour à toutes et à tous, c'est Dorian de Pleine Grandes Écoles, très heureux de vous retrouver aujourd'hui au Chinese Business Club pour un nouveau format immersif exceptionnel. Aujourd'hui, invité de marque, Marc Simoncini, fondateur de Mythique et jury dans l'émission Qui veut être mon associé. Aujourd'hui, il y a du très beau monde, beaucoup d'étudiants, de diplômés, de grandes écoles, mais aussi des membres de la direction, des entrepreneurs. Bref, on va voir tout ça et je vous invite avec moi au Chinese Business Club. Léa, tu es directrice artistique spécialisée en haute gastronomie, tu interviens également dans des grandes écoles. Qu'est-ce qui vaut ta présence aujourd'hui au Chinese Business Club ? Je suis membre du Chinese depuis décembre 2024 pour justement développer mes masterclass sur le repas professionnel qui sont nées grâce à mes interventions dans les grandes écoles de commerce. Justement, est-ce que tu peux nous en dire plus ? Tu nous parlais de l'ESSEC, de Neoma en off. Est-ce que tu peux nous en dire un petit peu plus sur concrètement ce que tu fais dans les grandes écoles ? Bien sûr. Suite au Covid, j'ai dû me former en ingénierie pédagogique et c'est là que sont nées mes masterclass sur le repas professionnel parce que je suis beaucoup intervenue dans les grandes écoles de commerce pour expliquer la haute gastronomie qui est un segment du luxe, le troisième cercle du luxe. Et le retour des étudiants, qui sont des futurs managers, m'ont permis de découvrir les travaux de chercheurs, de sociologues, de philosophes sur l'impact de la gastronomie sur la relation commerciale. Et c'est ce qui a fait naître Populence Academy, qui est un programme de formation pour les équipes commerciales sur le repas professionnel. On est en compagnie de Thierry Sebag, directeur général de l'ISG, mais on peut l'appeler Dean. Merci beaucoup Thierry. Donc, tu es présent aujourd'hui au Chinese Business Club. Qu'est-ce qui nous vaut ta présence aujourd'hui ici ? Forcément, quand on me suit sur les réseaux, on voit une chose, c'est que je dis, l'école, c'est d'abord un réseau au service de la réussite. Un réseau, ça veut dire quoi ? Un réseau d'influence, ça veut dire que l'on est en capacité de prendre son téléphone. Le réseau, c'est pas simplement 30 000 personnes qui vous suivent sur LinkedIn, même si je suis à 30 000, et c'est important pour moi. Non, le réseau, c'est avoir dans son portefeuille, sur son téléphone, 10, 20, 30 personnes que vous pouvez appeler et qui sont en capacité d'infléchir une décision et que vous, moi, directeur général, quand on me dit « Monsieur Sebag, je cherche un stage au Japon, je suis capable de prendre mon téléphone et de faire « Norbert, c'est le patron de LVMH au Japon. Norbert, j'ai un étudiant, il est top. Tu pourrais le prendre ?» Alors Norbert, il me dit « Ok, dis-lui qu'il envoie son CV à ma DRH. » Ce qui fait la différence, ce qui fait que l'on réussit, c'est le réseau. C'est-à-dire les personnes que vous allez rencontrer. Et dans une école, le réseau, ça veut dire deux choses qui portent le même nom. Le réseau, cela veut dire des connaissances que l'on va vous délivrer, que l'on va vous enseigner, que vous allez acquérir. Et ces connaissances, elles sont indispensables. Croyez-moi, elles sont vraiment indispensables. Elles sont indispensables pour se faire des connaissances, c'est-à-dire des contacts. Il n'y a pas de connaissances, contact, sans qu'il y ait de connaissances acquises. Et c'est pour ça qu'on est ici. Et vous savez ce qu'on va faire de dingue. Deux choses dingues qu'on a fait. La première, on a fait ouvrir une mine d'or en Côte d'Ivoire pour parler extraction minière et impact environnemental. La première question qui me vient, c'est « Mais purée, qui fait ça ? Qui fait ça ?» Réponse, l'ISG. Pardon, que l'ISG. Mais la deuxième chose dingue, c'est qu'on va faire un truc de dingue. Qui ? Ah bah oui, deuxième chose dingue. Deuxième. Rentrer sur une plateforme pétrolière en haute mer pour parler pic pétrolier, pour parler énergie fossile, pour parler décarbonation. Je vous repose la question, mais qui fait ça ? Réponse, nous. Pourquoi ? Parce qu'on a l'intime conviction qu'en faisant ça, on donne des incitations à apprendre, à savoir, à faire. Et qu'en faisant ça, je vous mets du contact
à très haut niveau et que ça génère de l'engagement à très haute intensité. C'est sur cette scène que va avoir lieu le discours très inspirant de Marc Simoncini en plein cœur de l'Intercontinental Paris. Et là, il va y avoir plus de 200 entrepreneurs, personnes inspirées, dirigeants du monde des affaires. Ça va être vraiment très inspirant. Je vais laisser la place à Marc Simoncini. Marc Simoncini, s'il y a bien une chose qui vous définit, c'est l'audace. Depuis vos débuts, vous avez toujours préféré prendre des risques plutôt que de suivre des chemins tout tracés. Vous avez souvent embrassé l'incertitude, persuadé que la vraie réussite naît des échecs et de ce qu'ils nous enseignent. On vous connaît surtout pour Mythique, cette plateforme qui a révolutionné la rencontre en ligne en Europe. L'histoire est belle, elle est très belle, un pari osé, un succès fulgurant, une revente qui vous propulse définitivement dans la cour des grands. Mais avant cela, il y a eu des débuts beaucoup moins éclatants. Des projets qui n'ont jamais abouti. Toujours, vous avez su rebondir, tenter d'autres aventures, guidés par votre instinct et peut-être une légère addiction à l'adrénaline entrepreneuriale. Chez vous, entreprendre n'est pas une finalité, c'est une manière d'être. Après Mythique, plutôt que de vous reposer sur vos acquis, vous avez choisi d'investir, de conseiller, d'accompagner. Vous avez soutenu des dizaines de startups, misé sur des entrepreneurs audacieux et parfois très jeunes. Cherchez à dénicher des projets porteurs de sens, partagez votre expérience avec une générosité rare. Loin des clichés du business froid et calculateur, vous laissez libre cours à votre intuition et n'hésitez pas à prendre des risques, comme on dit. Votre parcours est la démonstration éclatante d'une vérité essentielle. Réussir, ce n'est pas arriver, c'est avancer. Ne jamais céder d'apprendre ni d'oublier que derrière chaque projet, il y a une aventure évidemment humaine, des rencontres et des échanges. Vous incarnez cette vision avec une force qui dépasse largement le cadre de l'entrepreneuriat, inspirant une génération de créateurs à voir plus grand, plus loin avec audace, confiance et sincérité. Vous êtes convaincu que la France a tout à gagner à favoriser le développement d'un entrepreneuriat créateur de richesses à l'intérieur de ses frontières, et l'appel que vous avez lancé il y a 10 ans à ce sujet résonne particulièrement pour les entrepreneurs aujourd'hui et les investisseurs. Le Chinese Business Club est donc très honoré de se faire, le temps de ce déjeuner, le relais de cet appel en vous donnant librement la parole. Je vous remercie de votre attention et je cède la parole à Monsieur Marc Simoncini. Alors c'est très très impressionnant, d'autant que je le fais jamais, donc pour une première, la barre est assez haut. Je devais parler d'un lancement d'un projet sur lequel on travaillait depuis 3 ans et je m'étais dit le Chinese Business Club, c'est vraiment le bon moment pour le lancer. Et puis le projet a capoté suite à un accident industriel, Donc du coup, je me retrouve avec un projet dont je ne peux pas parler, mais je vais vous parler d'autre chose. Je suis certain qu'on va trouver des sujets. Juste pour rebondir sur les échecs, la carrière, les honneurs. J'ai la même carrière que Rafael Nadal, modulo le fait que j'ai jamais été champion de quoi que ce soit, mais il a démarré sa carrière sur une première défaite en Coupe Davis et il a arrêté sa carrière sur une défaite en Coupe Davis. Moi, j'ai créé ma première boîte à 22 ans, je l'ai plantée et je viens de créer la dernière à 62 ans et je l'ai plantée aussi. Quand je dis que je l'ai planté, à chaque fois c'est toujours pareil, on regarde ce qui s'est passé, on a été victime d'un accident industriel qu'on n'a pas pu prévoir, donc on a préféré sacrifier la société plutôt que la sécurité de nos utilisateurs, mais ça m'a appris pour une énième fois, parce que j'avais cru que cette leçon m'avait été servie à de nombreuses reprises, mais elle vient de m'être encore servie, donc je crois que cette fois-ci il faut que j'écoute l'univers, c'est que ce métier, l'entrepreneuriat, est un métier dans lequel rien n'est jamais gagné, mais vraiment rien. Mais aussi, rien n'est jamais perdu. Alors, je vais vous donner deux, trois exemples. Je ne vais pas vous faire le florilège de tout ce que j'ai fait depuis 40 ans, mais la première start-up que j'ai créée, elle s'appelait e-France, elle valait rien. Et un jour, il y a un monsieur qui s'appelait Jean-Marie Messier et un autre, son copain, qui s'appelait Bernard Arnault, qui ont décidé qu'ils voulaient la même, enfin me l'acheter tous les deux. Et donc, une boîte qui valait vraiment rien a été convoitée par les 2 personnes les plus puissantes de France. Et j'ai fini par la vendre à l'époque 200 millions d'euros pour une boîte qui, honnêtement, ne valait rien. Pas se mentir.
Donc j'ai été la plus belle femme du monde pendant 2-3 mois, et puis finalement j'ai choisi mon prétendant. Et j'ai cru que j'avais fait un coup formidable en ayant vendu quelque chose qui ne valait pas grand-chose pour 200 millions d'euros. Et j'ai été payé essentiellement en cash et en actions. Le cash, j'ai payé mes impôts, parce que je suis toujours resté en France. Et mes copains sont partis, eux, mais moi je suis resté. Et puis avec les actions Vivendi, qui à l'époque valaient 120 euros, je pensais que j'étais très riche et que j'avais plus besoin de travailler. Sauf que 3 ans plus tard, les actions Vivendi, sur lesquelles j'avais gagé des emprunts, parce que les banquiers m'expliquaient qu'il ne fallait absolument pas vendre les actions Vivendi, qu'elles allaient monter, elles valaient 8 euros. Donc un matin, je suis parti faire un jogging, j'avais 20 ou 30 millions d'euros sur mon compte, et quand je suis revenu, j'avais plus rien. Et donc là, j'ai vu qu'on pouvait tout perdre en un instant. Et je me suis dit, mais ces grandes boîtes comme Vivendi, qui valent des milliards et des milliards, qui sont numéro 1 mondial, elles aussi, elles peuvent ne plus rien valoir le temps d'un jogging. Puisque Vivendi, à l'époque, vous vous rappelez pour ceux qui étaient là, avait frisé le dépôt de bilan. Donc j'ai appris qu'une boîte qui valait rien pouvait se vendre 200 millions, une boîte qui valait des milliards pouvait ne valoir rien, et qu'entre ces deux événements, il pouvait s'écouler 10 secondes. Puis j'ai oublié cette leçon, j'en ai vu 2-3 autres, et puis là, la dernière m'est arrivée en novembre. Alors c'est formidable parce que j'étais venu pour vous annoncer, j'étais très content, le lancement d'un nouveau vélo révolutionnaire, encore mieux que le précédent. Et c'est pour ça que j'avais accepté cette intervention. Sauf que le mois de novembre, on a fait une levée de fonds pour lancer ce nouveau vélo. Et à 17h, tous mes actionnaires m'ont appelé en me disant « c'est bon, on vient, on finance le lancement du nouveau vélo, tu lanceras ton nouveau vélo en mars ». Et à 17h20, il y a un de mes 5000 utilisateurs dont le vélo s'est disloqué et il est tombé par terre. Ce qui fait que ma levée de fonds, j'ai rappelé mon équipe en disant vous rebouchez les bouteilles de champagne parce qu'on était en train de lever, mais 20 minutes plus tard, on fermait la boîte. Voilà. Donc j'ai encore repris une leçon en disant ma boîte valait beaucoup d'argent à 17h et plus rien à 17h20. C'est un métier qui n'est pas facile, hein. C'est un sport de combat. C'est le sport de combat qu'on peut encore faire jusqu'à 60, 70, 80 ans. Mais il faut des qualités de combattant sportif pour faire ce métier. Parce qu'à chaque seconde, vous pouvez tout perdre, à chaque seconde, tout peut arriver, dans le bien et parfois aussi dans l'échec. Voilà. Donc je suis probablement le co-champion du monde des échecs. Et je vais revendiquer désormais ce titre plutôt que celui d'avoir enchaîné beaucoup de succès. J'ai eu beaucoup plus d'échecs que de succès. Du coup, je ne suis pas venu avec mon équipe TikTok, je n'ai pas eu de chauffeur à l'arrivée. Voilà, je fais ça, je suis venu à vélo, voilà. On est avec Charlotte, DG France et Espagne de Back Market. Charlotte, quel est ton quotidien, quel est le grand enjeu finalement à la tête de Back Market ? Merci Dorian pour cette question. Donc Back Market, comme tu le sais, c'est une marketplace qui est un peu le supermarché du reconditionné. Et on a un combat, c'est une entreprise qui est française, qui a 10 ans, qui a pour combat de rendre absurde l'acquisition de produits neufs et vraiment de démocratiser un peu cette nouvelle norme de consommation qui est le reconditionné. Et donc pour ce faire, on a émergé il y a 10 ans sur les smartphones. C'était vraiment sur ce marché-là qu'on a pu exploser. Et maintenant, on a un smartphone sur 5 qui est vendu reconditionné en France. Alors que le mot reconditionné n'existait même pas dans le dictionnaire il y a 10 ans. Et du coup, on cherche à démocratiser cette nouvelle norme de consommation dans d'autres catégories de produits tech. Ça va être pour vous les étudiants, les ordinateurs, les équipements audio, les tablettes, les consoles de gaming quand vous voulez vous détendre. Chez Back Market, vous êtes réputé pour recruter des top profils issus des meilleures écoles françaises et internationales. Qu'est-ce que vous regardez, qu'est-ce qui fait la différence sur un CV ou chez la personnalité d'un candidat ? Ce qui va vraiment faire la différence, au-delà, on a quand même beaucoup de gens qui postulent avec des super parcours, des belles compétences, des belles expériences. Donc, ce qui va différencier en fait un candidat d'un autre, ça va être plutôt les valeurs en fait, et la capacité à bien fitter avec la culture de Back Market, qui est une culture déjà très joyeuse. Les gens sont très humbles, très dans le collectif, très activistes aussi. Il y a un vrai ADN un peu de green, activiste. D'ailleurs, quand vous rentrez dans les bureaux, il y a un gros fuck new qui vous accueille à l'accueil du siège. Et donc, on va chercher des gens qui vont adhérer un peu à ce côté, à ces valeurs à la fois
écologique et aussi humaine. C'est avant tout une aventure humaine, Back Market, collective. Et on cherche des gens qui vont être dans ce mindset très révolution joyeuse. On n'est pas là pour dire que le neuf c'est pas bien, etc. On est là surtout pour dire on invente un nouveau mode de consommation, on cherche à le démocratiser, viens dans l'aventure, on a besoin de couteaux suisses pour y arriver. Et ça, on va le faire de manière très joyeuse, très collective et très humaine. Le DIN de LinkedIn, c'est quoi les secrets de votre réussite sur LinkedIn? Plus de 30 000 abonnés, une communauté qui est très influente et une récurrence dans les publications que vous faites. Il y a deux choses. D'abord, la régularité. Vous disiez des chiffres, 30 000 abonnés c'est une chose, mais je vais vous en donner un deuxième. L'année dernière, j'ai fait 7 millions d'impressions sur LinkedIn. J'ai des jours où je suis au-delà d'1 demi-million d'impressions par jour. Quand vous réalisez que votre métier, vous, c'est journaliste, quand je fais ça, j'ai un média. Un média sur lequel j'annonce tout ce que fait l'école. Tout. Et vous comprenez que ce que vous faites sur les réseaux doit être régulier, que le contenu doit être dense, que vous devez être authentique, que ce que vous faites, vous devez être convaincu, pas à 100%, à 10 000% de ce que vous faites. Comment vous consolidez les budgets au niveau des pays? Parce qu'on m'a dit que vous plombiez certains résultats pour mieux pratiquer l'évasion fiscale. Détrompez-vous, Bernard. Détrompez-vous. On cut. Faut savoir que, non, c'est hyper important. Ah. Il faut savoir qu'on peut être green et viable aujourd'hui. Et ça, Back Market a réussi à démontrer que c'est possible d'être une boîte de l'économie circulaire avec un modèle économique qui est profitable. Et on est aujourd'hui rentable en Europe. Voilà. Et Merci. Bernard, toi, de ton œil de journaliste, comment tu analyses la success story de Back Market? Superbe histoire, notamment grâce à une directrice générale toute jeune qui a beaucoup voyagé dans sa jeunesse et qui est passionnée. Et donc, non, c'est une belle histoire. Et puis le recyclage. Une passion commune pour l'Argentine. Je me souviens qu'à une époque, effectivement, le recyclage, notamment des téléphones portables, j'ai un frère d'ailleurs qui m'a investi dans le domaine et ça a été dur à ce moment-là. Et je trouve que le recyclage du téléphone portable a permis d'ouvrir d'autres portes, recycler d'autres produits, et c'est ce qu'ils font chez Back Market, donc c'est formidable. Mais je m'intéresse aussi à leur marketplace. Je crois qu'il va falloir qu'ils développent leur marketplace, qui donne un coup de boost à leur marketplace. Des bons conseils à venir de Bernard de la Villardière. Je suis en train aussi de réfléchir à qui de mieux que Bernard pour incarner notre marque sur le territoire français. On cherche des ambassadeurs de tous horizons. Et finalement, Bernard, il est un peu là où on ne l'attend pas. On se branche sur M6, alors prochain épisode d'enquête exclusive sur Back Market. Merci à tous les deux. Merci. Léa, est-ce qu'il faut faire des études pour réussir en entrepreneuriat? Non, je crois qu'il y a un socle de connaissances minimum à connaître pour pouvoir gérer son entreprise, mais il n'y a pas besoin de faire une formation. Bien sûr que mieux on est formé, plus on met les chances de son côté, mais on peut réussir à tout avec la détermination. Alors il ne faut pas faire des études pour entreprendre, il n'y a pas d'études pour entreprendre, mais c'est mieux d'en avoir fait. Si on a la chance de pouvoir en faire, il vaut mieux en faire et après entreprendre. Mais il y a aussi beaucoup d'entrepreneurs qui n'en ont pas fait. Est-ce qu'il faut nécessairement lever des fonds pour réussir en entrepreneuriat? Non, il n'y a pas de règle. Vous avez des gens qui ont réussi à faire des boîtes sans lever des fonds et il y a des gens qui ont raté des boîtes en levant beaucoup d'argent. Donc il faut que le projet soit bon et surtout que l'équipe soit encore meilleure. Ce qu'il faut, c'est déjà miser soi-même sur son entreprise, parce que si on n'est pas capable de miser soi-même, pourquoi est-ce qu'un investisseur miserait sur nous? Donc il faut déjà prendre des risques personnels pour ensuite convaincre d'autres personnes de nous accompagner dans cette croissance et dans ce projet. Un avantage de l'entrepreneuriat? L'avantage, pour moi, c'est la liberté et c'est l'accomplissement d'un rêve, d'un projet de vie. Un inconvénient de l'entrepreneuriat? Beaucoup de travail. L'avantage, c'est la liberté. Et l'inconvénient, c'est la difficulté de ce métier. Il faut se méfier de l'engouement de l'entrepreneuriat. Ce n'est pas donné à tout le monde. Tout le monde ne peut pas être entrepreneur. Tout le monde ne peut pas réussir. C'est un sport de combat. Et il faut se méfier de donner l'image de quelque chose de trop facile et de trop rapide. C'est quelque chose qui est long et qui est très dur.
On est avec deux étudiants de GEM, Johan et Antoine. Qu'est-ce qui vous a motivé à venir aujourd'hui au Chinese Business Club? Alors premièrement, le contenu de Planète Grande École sur YouTube nous a énormément donné envie de voir les rouages et les coulisses de cet événement particulièrement intéressant avec du beau monde. Et donc c'était un plaisir d'être là aujourd'hui au Chinese Business Club. Comment ça s'est passé Antoine cette journée? Quels enseignements tu retiens de cette journée? Alors tout d'abord, on a été accueillis à partir de 11h30. On a été accueillis par un discours de Harold Parizeau, le fondateur et le président du Chinese Business Club. Et ensuite, il y a Marc Simoncini, l'invité d'honneur, qui nous a parlé. Et donc les enseignements, c'était qu'il ne faut jamais s'arrêter, puisque bon, évidemment la vie, on connaîtra des échecs certains, mais il faut persévérer pour réussir. Mathieu, tu es fondateur de Voilà Academy, tu es diplômé d'HEC après une classe préparatoire. On se retrouve aujourd'hui au Chinese. Qu'est-ce qui t'a donné envie de venir aujourd'hui à cet événement qui est le Chinese Business Club? Moi, ce qui m'a intéressé, c'est avant tout de rencontrer des gens, tu vois, comme toi. Et il y a vraiment des gens très intéressants, des entrepreneurs de tout genre. Et donc, voilà, moi, c'est surtout, j'ai eu l'occasion, grâce à Eura Technologies, d'être invité aujourd'hui, qui est l'incubateur qui m'accompagne avec Voilà Academy. Et c'est comme ça que je me suis retrouvé ici et que j'ai fait cette belle rencontre. Est-ce qu'il y a une personne, un échange qui a été marquant aujourd'hui au Chinese Business Club? Oui, alors les temps d'échange à table pendant le repas sont assez fantastiques. Ça permet de faire des contacts très intéressants. Et on le sait très bien, une seule connaissance peut nous faire changer de voie, voire de vie. Donc c'était assez fantastique d'être aujourd'hui présent. Du beau réseau, quelque chose à ajouter Antoine? Non, tout à fait, comme l'a dit Johan, c'est pareil, c'est surtout les échanges à table qui sont très intéressants, puisque en partageant un repas avec les personnes, forcément, ça crée un peu plus de liens et d'opportunités de discussion. Tu es responsable du jeune patronat malgache Europe. Qu'est-ce qui t'a donné envie de venir aujourd'hui au Chinese Business Club? Eh bien, j'aime rencontrer des personnes et des personnes qui sont intéressées aussi par l'entrepreneuriat, le réseautage et le partage d'informations. Donc je suis venu dans ce bel établissement qu'est l'Intercontinental Paris-le-Grand. Magnifique. Qu'est-ce que tu as appris? Quels enseignements tu tires de ce déjeuner du Chinese Business Club aujourd'hui? Enseignement, je ne saurais pas dire à ce stade, mais j'en tire que j'ai rencontré de belles personnes, des personnes qui sont ouvertes, qui ont envie de faire avancer leurs causes et leurs affaires, pour dire les choses clairement. C'est quelque chose de positif. On a parlé sans tabou. Je pense notamment à la remarque qui a été faite sur le fait de réussir en France et que ça doit être quelque chose qui doit être assumé et revendiqué et qui ne doit plus constituer un frein. C'est, je crois, ce qui devrait être de manière générale dans ce pays. Merci beaucoup.